Bonjour à toutes et à tous. Je suis Anne-Cécile Payette, coordinatrice de la cellule financement privé et public chez Aerospace Valley. Nous vous proposons ce matin un webinaire consacré à l'appel à manifestation d'intérêt défense, innovation, souveraineté et réindustrialisation des territoires. Ce dispositif est porté par la région Occitanie. Il est ouvert depuis le deuxième semestre 2025. Donc, je remercie nos intervenantes de la région Occitanie venus nous présenter l'AMI et répondre à vos questions. Donc, nous avons Agnès Laplace, chargée de mission filière espace drone et défense, et Émilie Aubry, chargée de mission innovation filière aéronautique. À l'issue de leur présentation, Christelle Doudiès, responsable défense chez Aerospace Valley, et moi-même, nous ferons un rappel de l'accompagnement proposé par le pôle concernant la BITD. Et nous aurons en suivant un temps dédié aux questions-réponses. Donc, avant de leur laisser la parole, voici quelques petites informations. Je rappelle que cette AMI a été partagée dans notre newsletter Financez vos projets qui est partagée tous les mois aux membres du pôle. Nous avons prévu ce matin une session de 45 minutes environ pour assurer une bonne fluidité de la présentation. Vos micros sont coupés. N'hésitez pas à utiliser l'outil de discussion, le chat, pour poser vos questions tout au long des présentations. Nous poserons ces questions sur un temps dédié à la fin. Vous trouverez le chat sur le point d'interrogation en bas à droite. Et de plus, pour ceux qui n'auraient pas pu se joindre à nous et qui souhaiteraient revoir le contenu, cette présentation est enregistrée. Un replay sera disponible sur la chaîne YouTube du pôle Aerospace Valley et les slides vous seront partagés. Donc maintenant, je laisse la parole à nos intervenantes. Bonjour, Agnès Laplace. Alors, peut-être, j'ai pas le... Voilà. Donc, le contrat de filière souveraineté et industrie de défense a été voté en juin dernier par l'Assemblée exécutive de la région Occitanie. Alors, vous vous dites contrat de filière souveraineté et industrie de défense, quelle région Occitanie dans ce cadre? Eh bien, c'est tout simple. La région Occitanie est dans ses compétences, elle est chef de file de l'action économique et elle intervient sur le sujet de défense depuis quelques années déjà. La première convention défense que nous avons signée avec la DGA remonte à 2013. Elle a été rénovée et la dernière signature remonte à 2023. Alors, qu'en est-il exactement? Vous vous souvenez de l'adresse aux Français du président de la République en mars dernier, qui prend conscience, il y a longtemps qu'il a pris conscience, mais qui, dans son adresse aux Français, brosse un contexte que vous connaissez, géopolitique, avec des tensions, des menaces, des alliances qui se modifient, qui se renversent. La guerre en Ukraine a déjà 3 ans. On fait tous le constat de la guerre hybride et de cette entrée qui a déjà été annoncée par le président de la République dans l'économie de guerre. Et donc, la présidente de la région Occitanie décide d'être offensive sur ces domaines de compétences. Elle répond au président de la République et elle décide de doter l'industrie de défense des moyens pour agir et notamment d'une enveloppe de 200 millions et c'est ce que nous allons regarder. Donc, l'Occitanie prend les commandes de la défense de demain, c'est tout sauf un vœu pieux. Encore une fois, nos actions s'appuient sur différents documents programmatiques qui nous permettent d'intervenir sur les sujets de la performance industrielle, sur les sujets de l'innovation, sur les sujets du recrutement et de l'emploi. Nous allons voir ça un peu plus loin. Donc, je vous ai mis une présentation cartographique qui a été envoyée par LinkedIn par le ministre Lecornu en août dernier. C'est la dernière photographie à date de l'économie de défense en Occitanie. Donc, vous voyez, on a 20 000 emplois de l'industrie de défense avec 420, 430 selon les statistiques entreprises qui sont mobilisées. Et quelque chose comme 3 milliards de paiements qui sont annoncés par le ministre Lecornu pour 2025.
Donc, le ministère des Armées, c'est aussi du personnel dédié. C'est pour ça que nous avons voulu illustrer donc, cette planche avec une signature qui met en présence le patron de la gendarmerie de l'Occitanie et la présidente Delga. Il s'agissait d'inaugurer une nouvelle gendarmerie. Donc, c'est aussi une façon de vous expliquer que la région intervient bien évidemment sur des sujets d'innovation, de recrutement, de performance industrielle, mais elle intervient aussi au plus près des territoires, au plus près des populations. Donc voilà, dans le cadre Armée-Nation, qui est une autre convention que la région a fait voter en juin dernier, voilà une façon de comprendre un peu le champ de compétences de la collectivité et comment elle se déploie sur ces sujets de la défense. Alors, le plan qui a été voté en juin dernier, c'est une ambition rénovée, objectivée au travers d'une vingtaine de mesures. Ces mesures, elles sont axées sur des priorités. Bien évidemment, vous le savez, pour beaucoup, le territoire de l'Occitanie est un territoire qui est berceau de l'aéronautique et du spatial. Si on prend l'aéronautique, on a un T0 qu'on identifie à 2017. C'est le premier contrat passé à la TECOER par le ministre de la Guerre. Et vous avez tous connaissance du poids de l'aéronautique ici en région Occitanie et des fleurons industriels qui sont portés. Donc, la priorité du contrat sur l'aéronautique, c'est de passer à l'échelle et d'accompagner la performance et les montées en cadence qui sont attendues dans le cadre de l'économie de guerre telle qu'annoncée par le président Macron, avec des enjeux nationaux que vous connaissez, qui vous ont probablement été transmis, produire plus, produire mieux, produire plus vite à coût maîtrisé, et dans des conditions de protection cyber et de protection physique sur lesquelles il faut collectivement asseoir nos vigilances. Donc, les priorités du contrat vont aux filières aéronautiques, à la filière spatiale, à la filière drone, aux filières transverses qui sont les filières IA et cybersécurité. Et elles vont aussi aux enjeux de formation, parce que bien évidemment, il nous faut les hommes et les femmes pour permettre ces passages à l'échelle et pour permettre aussi la préparation de l'avenir. Donc, derrière le plan objectivé par ces mesures, ça soit aussi sur un certain nombre d'instruments financiers et de mesures financières dont on va parler. Et puis, il s'agit aussi, derrière ce plan, de poursuivre des objectifs qui sont politiques et qui sont stratégiques, qui ont été travaillés non pas seule la région Occitanie dans son coin, mais avec ses partenaires, puisque nous avons l'habitude dans ce territoire de travailler avec un écosystème nourri, et notamment avec le pôle Aérospace Vallée qui nous accueille et qui a été co-constructeur du plan aux côtés de la région Occitanie, aux côtés de l'État, la DGA, aux côtés de l'AID, aux côtés du commandement de l'espace et d'un certain nombre d'acteurs, on va y revenir, aux côtés du cluster Primus. Et donc, pourquoi cette proposition de valeur? C'est parce que historiquement, la région Occitanie, il y a plus de 20 ans en arrière, tout début des années 2000, a travaillé à la demande de l'ancêtre d'Airbus pour accompagner la montée en cadence. Donc, le sujet à l'époque, c'était les montées en cadence du secteur aéronautique autour des programmes A400M et A380. Donc, il nous en est resté une habitude de travailler en commun et qui nous permet d'être réactifs quand l'environnement est sollicité et rendu agressif par les contextes géopolitiques que vous connaissez. Donc, on a l'habitude de se mettre en ordre de marche pour proposer des mesures, des solutions. Donc, l'objectif politique et stratégique partagé en commun par tous les acteurs, ça a été de se dire il faut relocaliser la production de défense en Occitanie. Donc, on a un volet industrialisation qui est un choix et qui est une ambition voulue par la présidente et qu'on
que l'on retrouve dans le contrat. On a un souci qui est de consolider notre supply et de l'accompagner aussi sur les marchés de l'export. Donc, le plan en fait état, bien évidemment. On a le souci de développer, bien évidemment, l'innovation duale, qui est un peu la marque de fabrique du territoire. On a le souci de consolider le lien armée-nation. Et donc, la présidente, dans certaines mesures, s'est engagée à travailler pour renforcer la réserve nationale sur un certain nombre de sujets. Et puis, on a aussi une signature forte en termes de transition écologique. Et donc, il s'agit aussi d'infuser notre attention et notre vigilance sur les questions environnementales et de transition écologique dans la plupart des mesures qui sont présentées. Donc, pour rappel, vous avez ici, je disais que notre souci, ça a été de travailler sur les instruments financiers et l'accompagnement des différentes filières, donc qui sont touchées de manière transverse par la question de la défense. Donc, avec ses partenaires, la région est en train de terminer un closing qui permettra effectivement de doter de 100 millions d'euros un fonds de défense et d'industrie du futur. Parmi les mesures emblématiques, donc l'AMI Défense que nous allons vous présenter à deux voix avec Émilie qui est présente, 10 000 € qui sont consacrés aux technologies duales et qui sont la prolongation de ce que l'on fait déjà ici en région Occitanie. Le spatial, vous le savez, est un secteur, par exemple, qui est éminemment dual. Le CNES est né en 1961, il s'est installé en 1968 en région Occitanie. Donc, bien évidemment, entreprises et laboratoires sont en ordre de marche pour travailler sur ces différents sujets. Vous savez tous que le président de la République est à Toulouse ce jour pour inaugurer le commandement de l'espace. Collectivement, avec l'Agence pour l'innovation de défense, nous avons travaillé avec l'entreprise U-Space au financement d'une des premières capacités qui aujourd'hui est dans l'espace extra-atmosphérique. Donc, on veut continuer nos actions et pouvoir se donner des agendas stratégiques partagés et surtout cofinancés. Donc, les 3 000 € pour l'AID et le commandement de l'espace participent de cette même logique de travailler sur nos agendas en complémentarité. On reviendra là-dessus. Donc, 7 millions d'euros sur la filière drone, donc en complément et sur la base de nos diagnostics partagés avec le pôle Aerospace Valley, avec Actantis, avec Primus, bien évidemment avec l'AID et son agenda programmatique Droid. Il ne s'agissait pas de refaire une dotation sur des sujets qui sont bien regardés par les différents documents programmatiques qui traitent de la technologie, mais de s'attacher à une problématique que l'on rencontre dans la filière drone qui concerne la faible capitalisation des entreprises. C'est une filière très atomisée. Les entreprises sont de petite taille, donc notre enjeu partagé pour le territoire, c'est il tourne autour des enjeux de consolidation et de certification. Donc, il s'agit pour nous de consolider les acteurs et de permettre le passage à l'échelle qui est attendu. Je ne reviens pas sur tous les enjeux de dronisation des conflits que vous connaissez tous. 2 millions d'euros sur la cybersécurité. La cybersécurité est un enjeu majeur partagé avec les acteurs. La région Occitanie a une convention défense avec la DGA, vous le savez. Nous avons un formidable objet État-région qui s'appelle CyberOc. Donc, l'idée, c'est de passer en mode davantage offensif et de pénétrer davantage les entreprises dans le cadre de leur protection cyber. On aura l'occasion d'y revenir. Et 20 € pour développer les compétences. Bien évidemment, le nerf de la guerre, c'est les hommes et les femmes qui sont formés ici en région Occitanie. Donc, on travaille bien évidemment à l'évolution des référentiels, on travaille à l'innovation et à l'innovation pédagogique, on travaille aussi à l'attractivité des métiers, on travaille à la féminisation des métiers et donc au travers de différentes mesures. Voilà. Oh, oui. Voilà.
Donc, je laisse la main à Émilie, qui va vous faire un focus plus spécifique sur la AMI dotée de 50 millions voulue par la présidente. C'est ça. Donc, concernant l'AMI, donc qui concerne aussi bien la défense, mais également l'innovation, la souveraineté et la réindustrialisation de manière un peu plus globale, on l'a décliné en 2 volets. Donc un premier volet qui va plutôt accompagner la croissance et la réindustrialisation du territoire. Là, on parle vraiment d'enjeux de performance industrielle, de montée en capacité. Donc, on cible essentiellement la BITD existante, mais également la BITD, on va dire, à venir, c'est-à-dire ce n'est pas un appel d'air, ça va concerner les entreprises qui auront un accès marché. Donc, on sera en relation étroite avec la DGA, parce que je pense que vous savez tous qu'aujourd'hui, le donneur d'ordre, c'est la DGA, du moins pour ce qui concerne l'armée française. Donc, il y a aussi ce qu'a dit Agnès, la partie export à regarder. Donc, nous, voilà, ce qu'on regardera, c'est l'accès marché pour les entreprises qui souhaitent déposer un dossier sur la croissance et la réindustrialisation. Et le deuxième volet va concerner l'innovation, alors que ce soit individuel, collaboratif. Donc dans le champ de défense et toutes les technos qui vont être liées à la défense, mais également, ce que je disais de manière plus globale, la souveraineté, la réindustrialisation, l'innovation, qui sont donc des enjeux qui nous sont prioritaires. Donc on a 50 millions sur 3 ans. L'AMI a été ouvert mi-septembre et il sera jusqu'à fin juin 2026. Il est prévu une relève trimestrielle. La première devant intervenir courant décembre. Alors on n'a pas encore les dates. Vous pouvez déposer au fil de l'eau, c'est pas un problème. Mais voilà, sachez juste que nous, de notre côté, on aura des relèves trimestrielles. Donc concernant les modalités de l'AMI, donc pour le volet croissance, seront concernées toutes les dépenses concernant l'investissement matériel. Ce qui concerne également le bâtiment, alors avec un petit bémol, c'est que pour le bâtiment, normalement c'est du ressort des communautés de communes, donc nous serons liés à leur intervention. Et sont également concernés tout ce qui va être prestations et études et frais liés au projet. Et par rapport au volet innovation, donc ça, ce sont les dépenses qui relèvent du régime RDI, donc c'est-à-dire les personnels qui sont dédiés au projet, tout ce qui va être également équipement amorti, prestations, sous-traitance dans certaines limites également. Alors ça ne change pas beaucoup de nos dispositifs existants, hein, nous sommes liés au régime d'aide d'État. Donc pas de grande révolution sur les modalités d'intervention. Alors, quel que soit le volet, nous apprécierons en fait l'impact que ça va avoir sur le territoire en termes d'emploi, donc création principalement quand même si on regarde aussi le maintien, création de chiffre d'affaires et aussi impact sur là où les filières concernées. Alors, sont concernés donc les PME de moins de 250 employés. Alors, quand je dis PME, je parle au sens européen du terme, donc consolidé au niveau groupe, donc c'est-à-dire moins de 250 employés et un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions ou un total bilan de 43 millions. Pourront également participer les ETI, seulement ils ne pourront participer qu'au volet innovation dans le cadre de projets collaboratifs. Alors, quand on parle de collaboration, ici, on pourra avoir un projet collaboratif à partir de 2 partenaires, que ce soit 2 entreprises ou un labo, une entreprise, ce qui est un peu différent du IDEMO. Aujourd'hui, il nous fallait 3 partenaires avec un labo obligatoire. Et qui dit partenariat dit forcément un certain taux de dépenses à prendre en compte par partenaire et aussi à ne pas dépasser. Sinon, il n'y a plus de collaboration, mais c'est de la sous-traitance. La donnée importante sur cette AMI, c'est qu'aujourd'hui, chaque partenaire devra présenter une assiette de 500 000 €. C'est-à-dire pour un projet individuel, donc ce sera un projet de minimum de 500 000 €, et pour un projet collaboratif, 1 million, 1,5 million ou plus en fonction du nombre de partenaires. Parce que cette AMI, en fait, les lauréats de l'AMI, lorsqu'ils sont, on va les réorienter vers des guichets existants et on va essentiellement solliciter les fonds FEDER, donc les fonds européens, d'où cette limite d'assiette à 500 000 €, étant donné que la sollicitation des fonds européens est, comment dire, très contraignante d'un point de vue administratif.
et nécessitera potentiellement une comptabilité analytique, ce genre de choses. Donc, il faudra que, si vous souhaitez déposer, avoir les reins solides quand même pour pouvoir demander un financement sur fonds FEDER. Et autre donnée très importante, c'est que du fait de la programmation de ces fonds, nous avons une obligation de fin de période de réalisation des projets au 21 septembre au plus tard, 2028, j'entends. C'est-à-dire un peu moins de 3 ans à partir d'aujourd'hui, sachant qu'il n'y aura aucune prorogation possible du fait de cette fin programmatique, car il nous faut, nous, finir les instructions de paiement fin 2028. Donc voilà, pour les informations, les modalités de l'AMI. Du coup, nous allons vous présenter là les 5 segments qui sont concernés par le volet innovation. Là, je laisse Agnès reprendre sur la défense. Alors, sur la défense, ce que l'on a souhaité, effectivement, c'est une bonne articulation avec nos collègues concernés de la Direction générale de l'armement. Et notre souci, ça a été de trouver les sujets qui nous permettaient d'être sur des sujets de process. Typiquement sur la première ligne, voilà, on est sur des procédés de fabrication et d'assemblage avec un souci, encore une fois, et ce que je disais un peu en introduction, de travailler sur l'empreinte carbone et donc derrière d'être en lien avec l'agenda de la région Occitanie et donc l'agenda REPOS et bien évidemment les autres agendas stratégiques du domaine. Donc, il s'agit de répondre à nos engagements collectifs pour la planète. Voilà. Donc, le développement de jumeaux numériques, c'est un des sujets de nos différentes feuilles de route et partagées. Et bien évidemment, les autres aspects liés à la robotique dans les process et les lignes de production industrielles. Il s'agit, au-delà de passer d'une gestion optimisée de la production, à aussi permettre l'ouverture vers des modes de production plus agiles. Voilà. Donc, sur les technologies spatiales, là aussi, en lien avec les différents documents programmatiques, et parce que en Occitanie, on a une signature historique dans le New Space avec l'accompagnement des différents acteurs dès les années 2010. Donc, on a une sensibilité autour du spatial responsable et souhaiter faire le focus sur la base de ce qu'on fait déjà et des projets que l'on finance déjà, donc sur les questions de SSA. Donc, c'est un petit peu la signature. Bien évidemment, nos talents, nous les avons ici en région Occitanie sur l'IA embarqué et on accompagne des projets en ce sens, donc on reste toujours dans cette dynamique. Je rappelle que les premiers projets d'IA au CNES qui remontent à plus d'une quarantaine d'années sur, on va dire, sur le traitement d'images et la question clé, c'était les nuages. Ça reste toujours un vrai sujet que l'on accompagne nous, au travers de nos projets d'innovation avec les entreprises du domaine et bien sûr avec bien évidemment d'autres éléments de traitement de la donnée aujourd'hui, d'autres sujets. Je prends l'exemple d'Agenium par exemple qui travaille avec les forces et qui a commis des expérimentations en Méditerranée assez sensibles sur ces sujets. Voilà, donc après, un focus sur les communications sécurisées, vous connaissez les enjeux, et sur le quantique, on a la chance d'avoir un institut du quantique occitan en région Occitanie. Donc, il s'agit aussi pour nous de faire connaître et reconnaître et de permettre que nos talents s'affichent au travers de cette AMI. Donc, l'intelligence artificielle, alors bon, ce n'est pas une liste à l'après-vert, mais ça fait partie des sujets qui nous ont été remontés. On a la chance d'avoir un cluster Anity qui déroule un certain nombre de projets sur les sujets de l'IA de confiance ou de l'IA embarquée. Bon, en réalité, on ne part pas de rien. L'IA est j'allais dire, une brique technologique supplémentaire pour
pour moi qui ai travaillé beaucoup avec le pôle Aerospace Valley sur les systèmes embarqués jusqu'à une date très récente, la moitié des projets du pôle étaient des projets systèmes embarqués. Donc, c'est la brique techno différenciante que l'on retrouve déjà dans les projets que l'on est amené à financer aux régions. Et donc, on a décidé de faire un focus sur ces différents sujets. Voilà. Je laisse la place. Concernant les matériaux, alors sera principalement concerné tout ce qui a trait au recyclage et au réemploi, mais pas uniquement, malgré ce que peut indiquer le titre. En fait, ça va concerner les nouveaux procédés de fabrication, donc fabrication additive, hybridation, ce genre de choses, qui va permettre de gagner en compétitivité et également sur un aspect de souveraineté. Alors, il y a également la thématique recyclage, que ce soit au niveau des procédés de fabrication ou de recyclage, mais également les matériaux associés. Je pense à REACH, je pense à la décarbonation, à l'économie circulaire. Agnès en a parlé, on parle avec le plan repos de la présidente. On a vocation à devenir une région à énergie positive, donc il faut consommer moins. Donc voilà, les procédés de fabrication qui permettront d'atteindre ces objectifs, on va dire, de baisse énergétique, d'émissions de carbone, ce genre de choses, voilà, ce sont des dossiers qu'on regardera. Donc voilà, cette partie-là concerne les procédés de fabrication, mais également les matériaux recyclés, matériaux alternatifs à certaines réglementations françaises, plutôt européennes, je dirais. Donc j'avais cité REACH, par exemple. Et également des matériaux qui aujourd'hui sont peu recyclables, donc tout ce qui va être composite, par exemple, la problématique des batteries. Donc derrière, il y a cette notion aussi de matériaux stratégiques, matériaux critiques, qui va être regardée. Alors là, voilà, vous avez ici une liste de thématiques. Alors, c'est pas une liste exhaustive, mais presque. Par contre, voilà, c'est quand même assez diversifié et on retrouve des thématiques qu'on retrouvait dans le volet défense. Donc voilà, ce ne sont pas forcément des thématiques qui adressent que la défense, parce qu'on est sur un plan plutôt souverain. Et concernant donc l'hydrogène, là, ça va être l'idée, ça va être de continuer à innover sur les briques qui ont pu être déjà développées ou qui sont encore à développer, que ce soit pour la production, pour le stockage, l'approvisionnement, les usages. Quand je dis usage, ça peut être d'un point de vue industriel, par exemple des fours, ou d'un point de vue mobilité. Donc voilà, il y a quelques exemples cités. Et aussi sur des domaines un peu, on va dire, transverse à toute thématique, qui va être les jumeaux numériques. Aujourd'hui, comment faire un jumeau numérique d'une installation hydrogène, les modélisations simulations, tout ce qui va être le contrôle en lien avec l'hydrogène. Donc on a pas mal de sujets sur la partie hydrogène qui adressent aussi bien la défense, les mobilités quelles qu'elles soient, hein, terrestres, maritimes et ferroviaires. Et l'industrie également en alternative au gaz par exemple ou d'autres énergies. Donc voilà pour les différents sujets. Alors je laisse la main à Anne-Cécile, je crois, ou Christelle. Alors je vais commencer du coup. Alors on a voulu faire un rapide rappel sur le comité de labellisation. Donc, le comité de labellisation se réunit tous les mois pour statuer sur la labellisation par le pôle Aerospace Valley des projets d'innovation des membres du pôle. Donc là, les deux prochaines sessions, le 20 novembre et le 16 décembre 2025, et les prochaines dates pour 2026 arriveront bientôt. Rapidement, pour vous dire que voilà, on peut faire de l'accompagnement au montage. Slide, hop, avec un cadrage de la proposition, des relectures où on va faire intervenir nos experts. Donc, c'est là tout l'intérêt de l'aide au dépôt et support post-dépôt. Pourquoi se faire labelliser? Cela permet de faire reconnaître son projet auprès de la filière
bénéficier du soutien du pôle pour appuyer votre dossier également, puisque vous allez avoir une lettre de labellisation si le projet est validé, et ça maximise vos chances de succès d'obtenir un financement. Il y a 4 étapes, donc simplement pour dire qu'il faut anticiper par rapport à nos dates de comité de labellisation, puisque le temps de faire intervenir nos experts pour la relecture et d'envoyer ensuite votre dossier aux membres du jury. Voilà, il faut respecter un délai, je dirais, de 3 à 4 semaines bien avant le comité de labellisation. Qui compose ce comité? Donc, il va y avoir des administrateurs des 4 premiers collèges du conseil d'administration du pôle, donc les grands groupes, petites entreprises, PME, ETI, les centres de recherche et centres de formation. 50 membres composent le ComLab. Et pour valider les décisions, il est nécessaire d'avoir 12 notations. Sur le format, vous allez pitcher 10 minutes. Il y a ensuite 10 minutes de questions-réponses avec des critères de notation qui vont porter sur la qualité de la proposition scientifique et technique, l'impact socio-économique et environnemental du projet, le caractère stratégique ou prioritaire au regard des objectifs du pôle, la qualité du consortium, s'il y a un consortium, et la cohérence des ressources mobilisées pour mener à bien le projet. Ces critères peuvent correspondre à vos propres critères, donc c'est ça l'intérêt. Et l'équipe, donc Julien Fallière, qui s'occupe particulièrement du comité de labellisation, est à votre disposition. Il écoute notre webinaire, donc je le salue. On va passer sur un focus défense avec l'intervention de Christelle. Bonjour Anne-Cécile, merci de me laisser la main. Donc là, l'idée, c'est de rapidement vous faire un peu le point sur l'accompagnement défense du pôle. Alors, eu égard à cette AMU, mais plus généralement dans le cadre des projets de défense que vous pourriez déposer à l'AID, notamment au Fonds européen de défense, si c'est au niveau de l'Europe. Donc, Aerospace Valley, on vous accompagne dans tous vos projets innovants, donc qu'ils soient individuels ou collaboratifs. On le précise ici parce que Aerospace Valley, on peut organiser pour vous une recherche de partenaires, vous aider à trouver des partenaires en région, en France ou en Europe qui soient pertinents dans le cadre de vos projets. Moi, je vous accompagne plus spécifiquement pour tout ce qui va être décryptage des besoins qui sont exprimés dans le droïde. Donc là, dans le cadre de l'AMI, ça va être faire le lien entre ce qui est écrit dans le droïde et l'amélioration de la performance industrielle, qui est, comme Agnès l'a rappelé, une priorité de la DGA donc pour assurer la résilience et la pérennité de la BITD. On va vous accompagner aussi pour revoir le cahier des charges qui vous a été présenté, faire le point sur les dépenses éligibles, mais aussi relecture de votre pré-projet et du dossier final après qui pourrait être envoyé à la région Occitanie, tout en sachant voilà, qu'Anne-Cécile a bien précisé là aussi le process avec le ComLab qui est un vrai plus pour vous, pour bien cadrer les projets et qu'après ils soient présentés dans les différentes instances que ce soit l'AID, que ce soit les régions dans le cadre de cette AID. Donc, il ne faut pas hésiter à revenir vers moi s'il y a des aspects vraiment spécifiquement défense. Voilà, vous faites le point sur, par exemple, les cas d'usage duo de vos projets. On peut vous aider à les affiner. Et puis après, avec Anne-Cécile, plus généralement, c'est vraiment pour construire un projet d'innovation de défense, faire le point sur les différentes dépenses et le cahier des charges. Je te repasse la main, Anne-Cécile. Oui, alors du coup, on va passer à la partie questions-réponses, sachant que on n'a pas énormément de questions. Moi, j'en ai une du coup que je peux poser, puis on verra s'il y a des questions. C'est que ça a dû être assez clair. Du coup, vous avez parlé de 3 relèves trimestrielles. La question, c'est est-ce que c'est un peu au premier arrivé, premier servi, comment vous allez arbitrer les fonds dédiés à ce dispositif? Alors, c'est une enveloppe qui est ouverte, un peu comme France 2030. Donc, quand il n'y a plus, il n'y a plus. Oui. Mais après, il ne faut pas que les acteurs, les porteurs de projets potentiels se censurent. On n'est pas dans un droit de tirage comme
non plus. Donc, derrière, il y a suffisamment de dispositifs et on est tous suffisamment aguerris collectivement sur les mécanismes de financement et pour pouvoir décider qu'effectivement tel instrument financier est plus opportun que tel autre. Donc, ça nous permet aussi de comprendre, au-delà de la volumétrie, quels sont les enjeux stratégiques des acteurs, en quoi, effectivement, l'AMI va permettre, au niveau de la relève, de nous indiquer qu'il y a un certain nombre de sujets qui mériteraient d'être regardés, peut-être même bénéficier j'allais dire, de la construction d'un autre instrument ou d'un autre appel à projet dédié avec les différents partenaires cofinanceurs. Donc, ce qui compte, c'est le dépôt, et enfin, c'est le dépôt, bien évidemment, d'un projet construit. Et après, c'est une interaction avec l'entreprise, et on verra effectivement comment l'entreprise, puisque c'est un projet dans la feuille de route, c'est pas du one shot, hein, donc en général les entreprises on les connaît, on en voit un petit peu au niveau de la relève de ce qui se présente. Donc à la fois on serait heureux de voir des nouveaux entrants, donc l'AMI il est fait pour ça, et ensuite de comprendre comment dans le cadre des agendas stratégiques européens, français, et puis l'agenda stratégique de la région Occitanie qui a un souci aussi pour d'industrialisation et de maintien de l'emploi dans ces territoires. Donc, comment on peut faire porter le bon effet levier au bon moment et le plus justement possible. Donc, c'est un faux problème, en fait. Il ne faut pas raisonner droit de tirage. J'insiste parce que j'ai eu cette question. Oui, si on a un projet de temps, est-ce que ça va cramer l'enveloppe? Bon, faut pas raisonner comme ça. Déposer et collectivement, on est engagé, encore une fois, je lui dis, la région Occitanie à inventer les contrats de filière avec le plan ADER de soutien aux entreprises de l'aéronautique et du spatial, qui a été d'ailleurs le premier programme fédérateur du pôle Aerospace Valley. Donc, l'héritage d'Aerospace Valley, c'est cette feuille de route. Donc, on est toujours dans une dynamique. Et ce qui compte, c'est le projet, et notre responsabilité, c'est d'arriver à une bonne fin et d'arriver à financer un projet avec les leviers qui sont à notre disposition. Très bien. Une autre question, quelle est l'articulation, enfin, y a-t-il une articulation prévue avec le Fonds de défense et industrie du futur? C'est un projet qui a le financement public, du coup ce sera du financement privé, ce sera une entrée en capital ou comment ça se passe? Alors, le rôle de la région, c'est de faire et de faire faire. Et Christelle fait très bien ça. C'est aussi, en tout cas de mon point de vue, c'est un travail que fait bien Aerospace Valley, que fait bien d'autres financeurs qui ont aussi les liens. Donc, je pense aux interlocuteurs que l'on a sur les financements privés. Donc, ça fait partie aussi des choses qu'on regardera, puisque je vous ai dit qu'on était en train de closer collectivement avec d'autres fonds. Donc, le lien avec la Fed, et on ne va pas changer les équipes qui gagnent. Il y a déjà des interlocuteurs qui sont introduits, qui font bien le lien. Donc, ce qu'il faut, c'est collectivement qu'on continue à avancer mieux, plus vite. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas quoi dire du mieux, plus vite, puisque le closing n'est pas achevé, mais ça fait partie du travail qu'on sait faire et de travailler collectivement, de poser un dialogue en disant, bon, on a des instruments, aujourd'hui, comment on fait pour travailler plus, mieux, davantage sur la base déjà d'un diagnostic qu'on partagera collectivement. Je ne suis pas très inquiète là-dessus. Ce qu'il faut, c'est se rendre toujours plus professionnel au service de l'écosystème avec les instruments qui sont les nôtres. Mais réinventer supprimer ce qui marche bien, ce serait une grosse erreur. Ok, alors autant pour moi, je vois les questions là. Alors, bonjour, les prestations de sous-traitance réalisées par nous, entreprises tech spécialisées en IA pour une entreprise ETI, sont-elles éligibles à ces subventions? Alors, si c'est de la sous-traitance, en fait, c'est pas vous qui allez déposer un dossier, c'est l'ETI qui déposera un dossier avec, dans son plan de financement, des lignes pour de la sous-traitance, et vous serez pris en charge à 100% par l'ETI.
Voilà, là, il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas de question à se poser. J'alerte juste le fait que la sous-traitance ne doit pas dépasser un certain montant dans le cadre du projet. Voilà. Ok. Il n'est pas concevable qu'un projet ait plus de 50% de sous-traitance. Parce que l'objectif, c'est que l'entreprise gagne des compétences, donc le fasse faire aussi par ses ressources internes, quitte à recruter ou à avoir une prestation de conseil pour initier. Mais voilà, par rapport à la sous-traitance, on a une limitation du montant vis-à-vis de l'enveloppe globale du projet. Pour compléter les propos d'Émilie, l'innovation, c'est réglementé au niveau européen par le régime RDI, mais aussi par le manuel d'Oslo et le manuel de Frascati. Donc, ça veut dire qu'au-delà de la question de la sous-traitance, comme l'a très bien dit Émilie, ce qu'on regarde, c'est que l'innovation, elle est bien le fait de l'entreprise ou le fait du consortium, puisque derrière, la matérialisation de la collaboration, ce sera l'accord de consortium. Donc, si vous pensez au début, est-ce que j'ai un intérêt à être partenaire ou est-ce que j'ai intérêt à être en sous-traitance, derrière, ce qu'il faut regarder, ce qu'on regardera nous, c'est l'intérêt du projet d'innovation par rapport à la feuille de route que l'on connaît de l'entreprise. Est-ce que c'est nouveau par rapport à ce qu'elle fait déjà? Est-ce que c'est du ripollinage de ce qu'elle a fait déjà? Ou est-ce qu'au contraire, parce que l'incrémental a souvent bon dos, mais on ne fait pas de ça, et puis on se parle, hein, tout cofinanceur. Donc, ce qu'il faut, c'est que vous sentiez bien dans le projet en question et tout naturellement, la question de votre place, ce partenaire ou sous-traitant se résoudra. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, j'ai envie de dire. Par contre, si effectivement ce que vous faites en IA, c'est différenciant, mais que l'entreprise n'évoluera pas sur ces sujets-là en expertise, en excellence, comme le rappelait Émilie, nous, ça nous amènera à vous questionner, à questionner le consortium, bien évidemment, et donc il faudra nous donner des réponses qu'on puisse entendre. Alors, j'ai une autre question. Bonjour, pour ce qui est du planning de l'AMI, quel est l'objectif pour la date de contractualisation? Alors, tout dépendra du dispositif qui est sollicité. Parce que les lauréats de l'AMI seront réorientés vers un dispositif existant. Ça peut être du France 2030, donc bon, là, on ne sera pas sur des fonds FEDER, du moins pour la partie individuelle, mais par contre, pour les autres, oui, à partir du moment où c'est nous qui avons la main, on est minimum sur du 6 mois. Parce que on ne remettra pas en question la partie technique, parce qu'elle aura été approuvée dans le cadre de l'AMI. Par contre, il y a tout l'aspect financier. Et là, ça va dépendre aussi de la, de la réactivité de vos équipes et également, nous, après, de notre plan de charge, hein, parce qu'on n'est pas sans savoir qu'il y a des réductions d'effectifs un peu partout. Mais voilà, généralement, on est sur du 6 mois à peu près. Okay. J'avance sur les questions. Bonjour, je pense que ça ira vite là. Bonjour, merci pour cette session d'information. Est-ce qu'une PME peut répondre avec un grand groupe à cette AMI? Elle peut répondre avec un grand groupe. Le grand groupe ne sera pas financé. C'est des choses qu'on a déjà… En fait, c'était un peu la signature dans notre territoire quand on a lancé les premiers appels à projets dans le cadre du plan ADER. Donc, ce qu'on voulait pour que les entreprises n'aillent pas dans le mur, puisque l'enjeu pour le territoire, et c'est ce qu'on retrouve de toute façon dans tous nos documents programmatiques, celui-là, et l'AMI n'en fait pas, n'y échappe pas non plus. Ce qui nous intéresse, c'est de faciliter en matière d'innovation le maillage interentreprise avec les laboratoires. Donc, les temps de projet sont des temps où on construit la relation de confiance. C'est ça qui nous intéresse aussi dans les innovations et c'est que les acteurs gagnent en maturité et aillent chercher effectivement les compétences là où elles sont. Donc, pour répondre à votre question, on a le souci le souci de bien faire donc on s'interdit rien en réalité. Voilà. C'est pas quelque chose de discriminant. Je précise juste, c'est possible, donc, comme le dit Agnès. Par contre, il faut que pour la PME qui collabore, derrière, ce qu'elle en retire, c'est quelque chose qu'elle pourra derrière vendre, que ce soit un service ou un produit. Et c'est pas juste faire de la R&D pour le grand groupe.
Oui, Voilà. de- C'est la seule alerte. Oui. Il faut que derrière, voilà, elle puisse plus tard, parce que ça peut être un niveau de TRL finalement encore relativement haut, je veux dire du 4, du 5, c'est pas un problème, mais par contre, voilà, derrière, il faudrait que plus tard, on envisage une vente de ce service ou de ce produit. Notre habitude dans le territoire, c'est que les grands groupes servent de end user pour donner un horizon. Pas que les entreprises aillent dans le mur, les PME aillent dans le mur. Derrière, et puis le pôle fait ça très bien, il organise aussi des journées suppliers. Donc derrière, de façon à ce que l'information des MOI, des donneurs d'ordre soit partagée, que certaines feuilles de route soient technologiques soient partagées, de façon à donner un horizon aux entreprises par rapport à des sujets qu'elles ont envie de travailler, soit des stratégies de produits propres, soit de la continuité de sujets qu'elles ont déjà développés, etc., etc. Donc, le grand groupe, souvent, joue le rôle dans tout ce qu'on a pu financer de end user. Voilà, pour compléter les propos d'Émilie. Poursuivre, comme on a pas mal de questions. Il n'y aura donc aucun accompagnement pour une entreprise assimilée ETI selon les critères définis pour un projet non collaboratif. Tout à fait. Il n'y en a pas. Bonjour, quel est le ou les taux de financement en fonction du type de projet? Ce sont les taux classiques. Si vous connaissez le dispositif France 2030, ben vous prenez ce dispositif et on ne peut pas dépasser. On est lié au régime d'aide d'État, donc c'est réglementation européenne. Il n'y aura pas d'évolution par rapport à ça. En innovation, on est sur le régime RDI avec les niveaux de financement qui sont liés à la recherche expérimentale. Une autre question. La présence d'un établissement de recherche constitue-t-elle un atout et est-elle prise en compte dans l'évaluation? C'est le projet qui est un atout. Les dépenses de sous-traitance à un laboratoire de recherche sont-elles éligibles? C'est le projet, encore une fois, et donc si le laboratoire a besoin en termes de moyens pour pouvoir réaliser sa part dans le gangue du projet, c'est ça qu'on regarde, c'est pas l'inverse. Ouais. Est-ce qu'il y a une trame pour le dépôt du dossier et quelle est la date de relève en décembre 2025? Alors, pour la date de relève, comme indiqué, on n'a pas de date encore. Et pour la trame, il me semble que oui, vous allez sur le site de la région et il y a un pré-dossier à remplir. Je pense qu'Anne-Cécile, de toute façon, vous mettra les liens à la suite. Quel est le niveau de TRL attendu? Mais ça va dépendre selon que vous déposez un projet sur des sujets de croissance, selon que vous déposez un projet sur les sujets d'innovation. Le régime RDI va jusqu'à TRL 7, donc le pré-proto, on va dire, la pré-industrialisation. Ligne pilote. Ouais. Côté subvention, minimum 10% jusqu'à 70%, comment est-elle calculée? Mais pour un projet collaboratif, en fait, on va prendre les assiettes de chacun, on les somme et après on divise par rapport à ce que chacun présente, sachant qu'on regardera quand même l'éligibilité des dépenses, parce que vous pouvez peut-être nous présenter 500 dans un cas et 500 dans l'autre, et finalement le premier n'a que 100 d'éligibles. Donc voilà, il faut faire attention aux dépenses éligibles. Dans le cadre d'un consortium partenariat, est-ce que des acteurs peuvent être localisés hors Occitanie? Alors oui, ils ne seront pas financés par nous et ensuite il faut que cette entreprise, ou du moins ce partenaire, se retourne auprès de sa région pour voir s'ils peuvent financer hors France 2030. Côté Nouvelle-Aquitaine, ils ont le plan Maritz-Bastier. Oui. Par rapport aux autres régions, je ne sais pas ce qu'il en est. Donc voilà, attention. Puis bon, après, ça peut être un montage à idée, par exemple, sur un sujet, mais qui vient nourrir. Enfin, on l'accepte, nous, le marqueur, pour faire simple, mais bon, il faut trouver d'autres cofinanceurs qui ont envie de travailler comme ça. Le marqueur, c'est, par exemple, du collaboratif, c'est l'accord de consortium. Voilà. Et après, petite alerte, c'est par rapport à la programmation. Occitanie, nous avons nos propres programmations de différents comités. S'il y a une autre région, il y aura aussi sa programmation. Si le partenaire dans l'autre région n'est pas financé, quid de la faisabilité du projet. Voilà. Est-ce que cet AMI est concurrent avec les dispositifs de la DGA type rapide? Non.
La partie technologie duale présentée dans la feuille de route globale fait-elle l'objet d'un second AMI AAP? Non. La répartition des budgets sur les différentes thématiques est-elle prédéfinie? Non, les sommes sont affichées et ont été communiquées par la présidente en juin et au Salon du Bourget, mais il y a des porosités d'enveloppes et puis très souvent, dans ce qui est annoncé, très souvent on dépasse. Donc, ce qui compte, c'est le contenu. Ok. Et à nous d'arriver à financer les projets que l'on trouve en phase avec nos différents agendas et pour lesquels. Le nombre de partenaires dans le consortium est-il limité? On n'a pas posé celle-là. Je pense que c'est pas 5. Moi, j'ai en tête 5 de mémoire. Il faudra qu'on vérifie. Je pense que c'est 5 c'est quelque part dans le cahier des charges. Donc, on n'aime pas dans cette région, entre guillemets, les grands projets parce que, alors pas parce qu'on n'aime pas les grands projets, mais il y a des instruments financiers qui savent faire. Encore une fois, quand on a lancé nos premiers appels à projets avant les années 2010, bien sûr, notre bac à sable, c'était l'aéronautique, donc c'était les appels à projets épicéa sur le composite, parce qu'il y avait de gros enjeux. Comment on allait travailler et passer du tout métallique au composite? Ça a été sur l'avion plus électrique, ça a été sur le mariage entre le numérique et les applications spatiales, donc la Pérouse. Et notre souci, c'est créer la relation de confiance. Donc, les petits projets, alors 5, je pense que je l'ai vu dans un cahier des charges, pour nous, c'est le grand maximum pour construire la relation de confiance et bien travailler un sujet et dans le cadre d'un gang, faire des réunions de suivi, rendre compte, parce qu'on aime bien aussi, on n'est pas que là pour financer, mais on a le souci de construire les partenariats dans la durée. Et voilà, donc il y a des instruments financiers pour les grands projets. Le dimensionnement que l'on souhaite, construire la relation de confiance, fait que la majorité des projets collaboratifs financés sont inférieurs à 5 partenaires. Pour le volet croissance, quelles sont les modalités de financement? Alors, ça va dépendre du contenu du projet. Si on est sur les questions, parce que j'ai eu des questions déjà sur le bâtiment, alors on a pu bénéficier, ou en tout cas les entreprises ont pu bénéficier de l'effet France 2030 et notamment du dispositif première usine, avec des taux qui étaient plus avantageux que ce que permet la réglementation européenne en France. Et donc, pourquoi? Parce qu'en fait, la France et BPI France, qui a instrumenté une première usine, bénéficiaient d'un régime transitoire qui a cessé. Donc aujourd'hui, en France, sur la question de l'immobilier, on est sur un régime qui peut être considéré comme peu sexy pour les entreprises, parce qu'en fait, la France est considérée comme un pays développé par rapport à d'autres pays qui bénéficient de fonds structurels plus avantageux. Donc, la réglementation permet de majorer les taux d'intervention en matière d'immobilier en zonage AFR, mais par exemple, on ne peut pas intervenir sur l'immobilier dans l'agglomération, sauf dans le cadre du FEDER. Et encore, et de toute façon, avec la loi NOTRe de 2016, la région Occitanie n'a plus la compétence en matière d'immobilier, donc elle s'adosse, elle construit des partenariats pour ce faire avec les communautés de communes qui ont la compétence. Donc, pour les projets d'immobilier, c'est ce que rappelait Émilie tout à l'heure, que les entreprises qui ont des projets d'immobilier voient en premier lieu avec leur Comcom et bien sûr reviennent vers nous. En fait, ça va surtout concerner la construction. Oui, la construction est très limitée. Par contre, ça. tout ce qui va être rénovation et équipement, là, on peut intervenir plus facilement. Ok.
mais pas pour financer du matériel pour du matériel. Il faut vraiment qu'il y ait un projet. Ce qu'on utilise en région Occitanie, et on l'a fait dans le spatial, typiquement, c'est ce qu'on a fait pour faire passer toute une génération de bureaux d'études au statut d'équipementier, hein, d'abord en finançant leur stratégie de produits propres, donc et en lien avec tous les acteurs, et notamment Aerospace Valley, bien évidemment. Donc, pour passer à la phase d'industrialisation, on a pu utiliser des véhicules financiers comme territoire d'industrie ou comme les dotations de territoire d'industrie comme première usine, et compléter avec de l'innovation de procédés. Donc c'est des choses qu'on a pu faire notamment dans le secteur spatial récemment. Deux dernières questions et on va clôturer. Quels sont les principaux critères d'éligibilité pour l'innovation drone défense? Y a-t-il un TRL minimum? Le TRL revient. On a déjà répondu. Oui. C'est toujours la question du TRL. Si vous êtes sur des TRL trop bas, vous relevez plutôt de l'ANR et du dispositif de l'ANR. Donc là, je vous renvoie au pôle Aerospace Valley qui connaît très bien le sujet. Si vous êtes sur des TRL 5-6, puisque c'est un peu la moyenne de ce que l'on observe sur nos projets. Donc, si vous passez de TRL 4-5 à TRL 7, vous êtes dans le ventre mou de nos appels, de nos projets d'innovation. Et y a-t-il un budget alloué maximum par projet? Non, on ne fonctionne pas comme ça. Ok. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Dans tous les cas, n'hésitez pas, si vous en avez d'autres, à nous écrire. Et puis, on pourra vous y répondre. Merci beaucoup pour votre intervention et puis les réponses aux questions. Et je pense que nous allons clôturer